quand la famille à côté de chez vous n'a pas de quoi préparer un Shabbat, ça c'est quelque chose que moi j'ai connu dans ma famille. Et que dans 3 heures c'est Shabbat. Vous allez venir commencer à discuter. Tu devrais pas, pourquoi pas. Non, il faut aller au supermarché d'à côté, acheter le strict minimum. Mais moi je dirais un petit peu plus que le strict minimum. Non, moi je crois que il faut donner plus, ou alors ça n'a pas de sens. C'est vrai. Et des Motzei Shabbat, s'inquiéter si la famille est bien en contact avec le service social, si elle connaît telle ou telle association qui peut l'aider. Et pour moi, ce fonds d'urgence, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a un compte à rebours qui se met en place. Et il faut agir tout de suite et maintenant pour ensuite récupérer la situation et la transmettre à des professionnels qui, eux, vont gérer la suite. L'opération Israël Tzedaka by Kalita est lancée le 8 mars. Nous vous donnons tous rendez-vous pour aider et tendre la main aux familles francophones qui en ont besoin. Pour en parler, et nous avons une personnalité bien connue de Kalita, mais aussi de l'Alliance, puisqu'elle est directrice des programmes d'échange éducatif entre Israël et la diaspora. Kol Israël Chaverim. Voilà, bonjour et bienvenue Eva Labi. Bonjour. Alors, parler de précarité avec vous, c'est un domaine que vous connaissez bien parce que vous avez toujours milité afin de plus de justice sociale. Voilà. Mais en plus, vous êtes confronté avec vos élèves parfois à des situations un peu difficiles. Oui, tout d'abord, je pense que chacun d'entre nous, s'il est à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, est forcément sensible aux questions de précarité, de difficultés, qu'elles soient momentanées ou qu'elles soient sur du long terme. Et au-delà de l'aspect professionnel, il est évident que chacun de nous, par l'éducation que nous avons eue, par les valeurs auxquelles nous sommes attachés, nous avons une responsabilité et un devoir de réparer les difficultés, qu'elles soient économiques, sociales et autres, de ceux qui sont autour de nous. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde est concerné et est intéressé à changer, transformer, modifier ces situations-là. Alors, 40 000 Olim Hadashim sont arrivés ces 10 dernières années en Israël. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas de difficultés financières, mais heureusement, mais pour certains, c'est compliqué et c'est pour eux qu'on se bat aujourd'hui. Bien sûr. Moi, j'élargirais un petit peu. En effet, il y a une certaine partie de la population qui rencontre des difficultés financières. Et on peut le comprendre. On peut le comprendre parce que même si quelqu'un s'est préparé en amont de son alia, il arrive, il doit apprendre l'hébreu. Il pense peut-être, parce que dans l'enthousiasme, on croit toujours que les choses vont être plus faciles que la réalité. Et c'est pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Il faut aussi rêver, il faut aussi espérer que ça va marcher, etc. Il faut que les objectifs de réussite soient clairs. Mais il y a différents... Il y a des accidents de la vie aussi. Il y a des difficultés d'ailleurs sur le chemin, d'abord. Il y a des accidents qui n'étaient pas anticipés ni prévus. Ça n'est pas toujours aussi facile de maîtriser la langue aussi rapidement que chacun l'espérerait pour pouvoir travailler. Et il y a des situations familiales qui, pas forcément du fait du changement, mais des familles qui peut-être n'allaient pas très bien déjà, qui ont pensé que dans le cadre de la Aliyah, ça allait aller mieux, ça allait resserrer les rangs de la famille, etc. Et ça explose. Donc il y a, comme dans la vie traditionnelle, pas envie de dire normale, mais traditionnelle, que ça soit ici ou ailleurs, les accidents de la vie, les difficultés qui sont rencontrées, qui tout à coup viennent créer des embûches dans la vie des uns et des autres. Mais il est évident que si à ça, on rajoute la difficulté d'intégration, non pas parce que l'intégration est difficile, mais parce qu'il est toujours difficile de changer de pays, de changer de langue, de changer de culture, de changer d'environnement, forcément, les personnes les plus fragiles, les familles les plus fragiles aussi, connaissent des accélérations dans le cadre des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et on peut dégringoler très vite. Écoutez, oui, bien sûr qu'on peut très rapidement. C'est comme un croche-pied en fait. On marche, on pense que on va y arriver, et tout à coup, non. Alors, on n'arrive pas à remonter, et on connaît des problématiques économiques, des problématiques d'environnement quelquefois. Je peux vous donner quelques exemples parce que je crois qu'il faut imager les difficultés qu'on peut rencontrer. Si on reste général, on comprend moins bien. Voilà, et les difficultés aussi d'intégration
dans une société qui est différente. Alors là, c'est pas mieux, moins bien, pire, plus difficile. C'est juste différent. C'est différent. Et on n'est pas toujours préparé à se confronter à cette mutation. Parce que la Alia, c'est une mutation. Alors, au sein de Kol Israël Chaverim, comment vous êtes en prise avec la précarité? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un des axes importants de l'action de l'Alliance Kol Israël Chaverim, à travers en particulier l'action éducative, c'est la justice sociale. Mes collègues israéliens, qui ne sont pas confrontés que aux problèmes des Olim de France, puisque ça c'est un peu notre territoire à nous, voilà, oui, travaillent, et depuis 20 ans, 30 ans, et plus avant, sur la question de la réparation des difficultés sociales. Alors, en Israël, on parle de la périphérie. Par exemple, nous croyons beaucoup, et ça c'est toute la tradition de l'Alliance israélite universelle qui nous impose quand même de réfléchir à partir de cet angle-là, c'est que tout simplement l'éducation est certainement un outil, un moyen de réparer cette injustice sociale. Ok, mais quand on a faim, on imagine que ça vient bien après l'éducation. Vous savez ce que nous disent nos textes. Il faut d'abord donner à manger à quelqu'un pour après l'éduquer. Parce qu'on ne peut pas éduquer quelqu'un dont le ventre crie famine. Donc il est évident que ça commence d'abord par les premiers secours, entre guillemets. Et je crois que l'opération que vous allez peut-être mieux présenter encore, mais qui doit tous nous mobiliser, c'est non pas de se substituer aux services sociaux israéliens, ils existent et ils font leur travail. Non pas de venir apporter des réponses au long cours, comme à travers l'éducation, la réinsertion, etc., que vous faites, que nous faisons, etc. Mais qu'il y ait un fonds disponible pour toutes les questions d'urgence. Parce que souvent, le problème arrive à nous quand... C'est déjà trop tard. Quand la famille ou la personne est en grande difficulté. Ça veut dire que les dettes se sont accumulées, quand la banque ne suit plus, et quand tout à coup on se réveille. On coupe l'électricité et la société d'électricité coupe l'électricité. S'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de choix. Parfois les familles peuvent être aussi expulsées. C'est souvent des situations compliquées. Alors effectivement, on précise bien sûr ce fonds d'urgence qui va être constitué grâce à vous tous, grâce à la générosité de tous, grâce au travail des associations. Et ensemble, on espère lever 6 millions de shekels. Alors, évidemment, ce sera 3 millions et 3 millions qui seront matchés. Ça fera en tout 6 millions de shekels matchés par des grands donateurs pour essayer d'aider 1000 familles francophones. Voilà, donc moi, j'ai envie de vous dire que je n'ai aucun doute sur le fait que vous atteindrez. J'ai presque envie de dire que nous atteindrons cet objectif-là. Que nous l'atteindrons, parce que sans vous, pour deux raisons. La première, je crois qu'un des aspects que j'ai découvert à travers le travail communautaire que je fais maintenant depuis de nombreuses années, et j'ai toujours été très impressionné par une valeur sûre du peuple juif, qui est la générosité. Alors en plus, cette opération va se dérouler à la veille de Purim. Donc il y a bien sûr la mitzvah essentielle, Matanot, la Evionim. Donc ça, j'espère que tout le monde sera sensible. Et j'ai envie de dire à tous vos auditeurs, et à nous dire aussi à nous-mêmes, que finalement, pour ceux qui n'ont pas de gros moyens, de grandes possibilités, etc., ils doivent tenir compte du fait que chaque fois qu'ils vont donner 100 shekels, 200 shekels, 1000 shekels, 500 shekels, c'est un argent multiplicateur. Parce que si moi je donne 500 shekels, alors quelqu'un d'autre va encore les donner. Donc en fait, mon geste va produire plus de moyens pour ce fonds de secours. Et je crois que ça, c'est très stimulant aussi. Évidemment. Alors vous, qu'est-ce que ce fonds de secours, ce fonds d'urgence va vous permettre de faire? Écoutez, moi, je vais vous donner quelques exemples auxquels nous sommes confrontés. Certaines familles choisissent par exemple de mettre leurs enfants non pas à l'école israélienne à côté de la maison, qui est accessible à un prix modique, parce que malgré tout l'école est accessible en Israël et tout le monde a droit et l'obligation d'aller à l'école, mais certains, parce que leurs enfants sont plus en difficulté, parce que leurs enfants arrivent en 3e ou en seconde, parce que... Pour plein de raisons. Non, mais ce sont des raisons fondées, bien j'ai sûr, envie de dire. Bien sûr, mais c'est parce pas que les caprices. Lorsque
un enfant est mis en situation d'échec ou de ralentissement dans sa progression scolaire, ça le démobilise. En même temps, il doit apprendre l'hébreu, en même temps, il doit se faire un nouvel environnement. Donc, nous apportons par exemple des réponses à travers les systèmes scolaires, que ce soit au lycée franco-israélien, où nous avons une filière israélienne, une filière française, que ce soit à travers le lycée Maïmonide de Mikvé Israël aussi, où nous avons un lycée qui permet d'aller jusqu'au bac français. Leur donner des bourses ? Ces enfants-là, parfois, alors ces scolarités-là sont plus chères que les scolarités traditionnelles. Les programmes sont plus longs, l'accompagnement est plus important, etc., etc. Ces enfants-là, nous accordons déjà des bourses. Pour de nombreuses familles qui connaissent des difficultés, nous avons une commission de bourse avec un fonds interne à l'Alliance Kol Israël Chaverim, aux écoles, qui elles aussi font l'effort de tenir compte des difficultés financières. Mais on est obligé de constater depuis 2 ans que le nombre de demandes a augmenté, que même parfois des enfants que nous avons depuis 1 an ou 2, d'un coup, la famille connaît une difficulté, ne peut plus garder l'enfant dans un système qui, bien entendu, est plus cher que l'école à côté de chez eux. Parce qu'il faut payer les... Et nous ne pouvons pas imaginer mettre un enfant en dehors de l'école parce que la famille ne peut pas payer. C'est même pas pensable. Donc, nous gardons ces enfants. Mais c'est vrai que nous revenons, par exemple, vers Qualité en disant, OK, nous faisons un effort de 100 000, 200 000 shekels en bourse tous les ans. On a besoin que maintenant vous nous aidiez. Parce que les cas se sont multipliés, parce qu'il y a des gens qui, après 2-3 ans, étaient dans une certaine stabilité et connaissent une difficulté, un accident de la vie. Oui, il faut comprendre que s'il y a un accident de la vie, par exemple, un parent qui perd son travail pour X raison, ou une maman qui tombe malade dans une famille, si en plus on doit déscolariser l'enfant de son établissement où il est déjà depuis plusieurs années, ça devient très dur pour l'enfant, quoi. Alors vous avez parlé de certains cas. Moi, je peux vous dire des cas tout à fait réels que nous avons connus, des décès dans des familles. Lorsque le papa décède, parce que tout à coup, soit un accident, soit une maladie s'est annoncée, etc. Et que la maman se retrouve seule avec 5-6 enfants, qu'elle-même travaille déjà, mais que bien entendu, c'est pas suffisant pour la famille, et qu'elle est confrontée aux difficultés quotidiennes qui tout à coup deviennent de lourdes et très, très complexes difficultés. Bien sûr qu'il faut les aider. Bien sûr qu'il faut à un moment prendre en charge la famille. Nous avons découvert par exemple qu'une maman dont nous avions l'enfant à l'école, et bien entendu, il était pris en charge par nous, etc. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont totalement pris en charge. Bien sûr. Après quelques mois de scolarité, nous avons découvert que la maman vivait dans un garage. Qu'elle avait commencé par louer un appartement, qu'elle n'a plus pu payer cet appartement. Elle est esthéticienne, on la connaît. Elle travaillait, mais c'était insuffisant. Quand on parle de précarité, évidemment, c'est pas forcément de la grande pauvreté, mais c'est des conditions de vie quotidiennes qui se dégradent. Voilà. Le couple a volé en éclats, la maman s'est retrouvée seule avec son enfant, le papa est parti, elle n'avait plus la possibilité de payer un loyer. Heureusement que des voisins israéliens, découvrant qu'elle allait être à la rue, lui ont permis pendant plusieurs mois de vivre dans ce garage. De vivre dans un garage qu'ils avaient aménagé pour elle. Mais pour nous, ça n'est pas acceptable. Donc ça veut dire que ce fonds d'urgence va peut-être permettre, par exemple, de sortir les 3 mois de loyer d'avance, le dépôt de garantie pour permettre à cette maman... Quelquefois, il faut juste une garantie. Bien sûr. Et ça, ce sont des choses que nous rencontrons. Vous le savez, nous faisons tous les étés un programme de colonies de vacances, camps de vacances. Pourquoi ? Pas parce qu'on a envie d'être occupé pendant l'été. Moi, j'adorerais en juillet aller à la plage aussi, ou alors voyager. Non, parce que nous savons que pendant ces périodes de vacances, les parents travaillant, les enfants étant seuls, c'est la porte ouverte à de nombreuses difficultés dans lesquelles les jeunes et les enfants rentrent. À force d'être seuls, la rue, voilà, donc c'est un programme de prévention. Mais en plus de ça, c'est un programme éducatif. En plus de ça, c'est un programme de loisirs, d'activités, de rencontres entre des jeunes. Ça coûte de l'argent aussi. Sûr. Il faut aider, souvent les plus en difficulté, à participer à ce type de programme. De la même manière, nous avons un fonds de bourse. Mais la demande est de plus en plus importante et on doit y répondre. Donc, alors bien entendu, et vous le savez, ce matin, nous l'avons vu aussi ici même, il y a énormément d'actions qui sont menées. Par exemple, l'association La Tête, qui prend en charge des enfants et des familles en grande difficulté avec le principe des colis de nourriture, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'associations qui sont faites. Mais il faut que ces associations-là
et les moyens d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Voilà, c'est ça, c'est que ce fonds d'urgence va renforcer l'action des associations. C'est exactement le but, c'est donner plus, donner mieux. Et évidemment, Alors pourquoi ça apparaît plus aujourd'hui ? Ah bah oui, ça c'est vrai. Voilà. On n'en a pas parlé, mais... Parce que ça, on peut dire, enfin, il se réveille aujourd'hui, ça fait des années que ça existe, pourquoi ? Pas exactement. Tout d'abord, tout le monde le sait, il y a eu une influence au niveau de l'Alliance de France. Et c'est tant mieux. Il y a eu aussi toute une période, en moyenne une année, où la famille était prise en charge par les services de l'intégration. Parce que la société israélienne, et je crois qu'il ne faut pas cesser de le dire, fait beaucoup pour aider à cette intégration. Pour la société israélienne, c'est un élément extrêmement important. Pas seulement de solidarité, mais de sens. Bien sûr. L'ALIA, qu'elle soit de France ou d'ailleurs, c'est aussi un win-win. C'est un élément constitutif de la société israélienne. Et beaucoup de choses sont faites. Sauf que après, souvent d'ailleurs, les situations difficiles ne sont pas les situations auxquelles on est confronté en arrivant. Parce qu'il y a des prises en charge qui sont faites pendant 1 an, pendant 2 ans, etc. Souvent, c'est après 2 ou 3 ans. Où il y a une fragilité, où il y a un accident de la vie, où il y a un problème qui fait que, hop, la famille est un peu lâchée. Parce que en Israël, on travaille beaucoup sur l'autonomie des personnes, mais aussi des groupes. Il faut que chacun se prenne en charge autant que faire se peut. L'autre aspect très, très important, c'est que souvent pour ces familles-là, le lien avec le service social israélien, il existe, ils sont très importants, ils sont très professionnels, mais ils ne connaissent pas souvent le chemin. Ils ne savent pas. C'est-à-dire que c'est une autre culture et ces familles-là ne savent pas. Ils n'ont pas toujours la langue pour s'expliquer. Ils ont parfois honte et puis ils ont l'impression aussi d'aller voir les services sociaux. Il y a une pudeur à aller. Donc on attend et parfois on attend trop long. Parce que le système social israélien est en plus tout à fait constitué sur l'accompagnement de la famille plus que, comme on en avait souvent l'habitude en France, l'apport financier, ponctuel, pour aider une situation ou une autre. C'est un autre modèle qui a aussi ses propres valeurs, mais qui n'est pas connu d'abord des Olim, et on ne connaît pas toujours la porte. Déjà, et vous l'avez dit, et je crois que c'est très important, il y a une pudeur à aller demander, il y a une pudeur à aller frapper à une porte. Alors, quand vous n'avez pas la langue non plus, c'est plus compliqué. Est-ce que vous pensez que ce fonds d'aide, ce fonds d'urgence qui va être constitué grâce à l'opération Israël Tzedaka Baikalita va aider ? Certainement. Ça, sans aucun doute. En tout cas, il évitera aussi que des situations qui, si elles sont prises tout à fait au début, soient très rapidement réparées, etc., soient faites. Parce que le fonds d'urgence, puisque ça s'appelle comme ça, et le fonds d'urgence, c'est un principe dans les communautés juives. Toutes les communautés juives en diaspora ont toujours eu un fonds d'urgence, parce que tout le monde sait que parfois il faut agir dans l'immédiateté, pas dans le processus d'aide et d'accompagnement d'une famille pour la sortir de la précarité, mais il y a la première réponse à faire, qui est une réponse concrète, technique financièrement, etc. Si ce fonds d'urgence existe, moi je suis convaincue, et par expérience je peux le dire, que beaucoup de familles seront tout de suite récupérées. Très vite, ça fera levier sur ces familles-là, parce que en même temps qu'il y aura cet apport financier, il y aura aussi la mise en contact avec un service social, qu'il soit francophone, ou un service social, et puis ou aussi un service social israélien, des outils pour peut-être retrouver du travail grâce au Baikalita. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura un relais qui sera tout de suite mis en place avec une association qui va accompagner la famille. Mais il faut, je prends souvent cet exemple-là, quand la famille à côté de chez vous n'a pas de quoi préparer un Shabbat. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai connu dans ma famille. Et que dans 3 heures, c'est Shabbat. Vous allez venir commencer à discuter. Tu devrais pas, pourquoi pas. Non, il faut aller au supermarché d'à côté, acheter le strict minimum. Mais moi, je dirais un petit peu plus que le strict minimum. Non, moi, je crois que il faut donner plus, ou alors ça n'a pas de sens. C'est vrai. Et des Motzei Shabbat, s'inquiéter si la famille est bien en contact avec le service social, si elle connaît telle ou telle association qui peut l'aider. Et pour moi, ce fonds d'urgence, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a un compte à rebours qui se met en place. Et il faut agir tout de suite et maintenant pour qu'ensuite,
récupérer la situation et la transmettre à des professionnels qui, eux, vont gérer la suite. Alors Eva Laby, ça tombe bien parce que nous arrivons à la fin de l'émission et vous l'avez dit, l'opération Israël Tzedaka Baqaïta, c'est maintenant, ça commence le 8 mars. On espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Alors vous, on l'a compris, vous serez avec nous et j'espère que tout le monde sera touché, que tout le monde essaiera d'apporter sa participation. Je voudrais rajouter que nous allons mobiliser parce que notre action, elle a toujours un aspect éducatif. Nous allons mobiliser tous nos élèves. D'abord parce qu'ils font déjà des opérations comme ça toute l'année pour des associations israéliennes, mais nous allons les mobiliser pour qu'ils mettent en place des actions de mobilisation des publics, mais aussi de récolte de financement. Et ça sera à Mikvé Israël, bien entendu, avec tous nos élèves, tous nos enfants, et aussi à Natania, dans les écoles où nous agissons. Merci beaucoup, Eva Laby. À bientôt, Toda. Ciao.